Changez de lieu, changez de temps. Vous êtes le roi ou vous êtes le fou. Ça dépend où. Et ça dépend qui vous écoute et qu'est-ce qu'on regarde. C'est normal de capoter, c'est normal d'être fou. C'est tout normal que dans certaines conditions, on vienne fou. Chacun, en dedans de soi, on est unique et cette essence-là, si elle n'est pas respectée, elle devient malade. Et on accepte ça comme société. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'inhumain. C'est l'espoir qu'il y a des choses qui changent, qui me tient en vie. Et pour moi, l'alternative, entre autres en santé mentale, c'est un signe d'espoir. On travaille dans la marge, finalement, souvent. C'est un créneau un peu différent, qui est méconnu, je pense. Nous, on a besoin de tous nos groupes pour se donner une force, pour mener une réflexion, puis établir des positions. En 1983, naît le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Isolés et rejetés de la société, voulant reprendre leur autonomie, les personnes psychiatrisées se sont regroupées afin de créer les ressources alternatives en santé mentale. Le regroupement est né de ressources d'entraide, de groupes de défense de droits, de ressources dans lesquelles il y avait des intervenants et des personnes qui, dans une alliance, déjà développaient des façons différentes de faire les choses. On ne peut pas laisser à l'hôpital psychiatrique, aux médecins, l'unique mandat de répondre aux problèmes qui se vivent dans ce domaine-là. C'est une façon où on ne prend pas en charge les personnes. C'est un endroit où c'est une façon de faire où on ne prend pas le pouvoir de l'autre. Au contraire, on essaie de lui redonner son pouvoir, de lui donner toute la place pour que la personne prenne son pouvoir. Mon implication passe beaucoup par l'alternative et ailleurs et autrement. Et ça au fil des années, ça m'a permis de sortir de l'isolement total, d'un appartement insalubre. Ma vie s'est transformée grâce au communautaire autonome, puis je suis très satisfait. Une ressource en santé mentale, une ressource alternative, ça brise l'isolement dans lequel le met sa détresse et son psychiatre, son diagnostic. OK? Il y a ça. Il y a aussi le fait de partager, de pouvoir partager avec d'autres, de pouvoir avancer, de pouvoir se rendre compte qu'on a des forces plutôt que rien que des faiblesses. Alors, c'est un ensemble de choses qui aident, qui sont aidantes, et ça prend toutes sortes de formes. Fait que l'alternative, c'est l'espoir de vivre, de pouvoir vivre comme un citoyen, un être humain digne, en cheminement. Le droit d'avoir un avenir. Le droit d'avoir un avenir. Qui sont ces ressources alternatives? C'est des ressources d'entraide, c'est des ressources d'intervention de crise, c'est des ressources d'hébergement, c'est des ressources de réinsertion au travail, c'est des milieux de jour, etc., etc. C'est une variété de façons, parce que s'il y a une situation, je pense, à laquelle on est confronté, c'est qu'il n'y a pas une réponse aux problèmes de santé mentale. Moi, alternative, ça me fait penser à quelque chose de plus que seulement le médical, la médication et l'enfermement psychiatrique. C'est pas une maladie du cerveau non plus pour nous autres. Ces personnes-là qui vivent une souffrance profonde, intense, c'est dans la réarticulation, la reconstruction d'un champ social. Dans notre société, on a choisi globalement que c'est la lunette
du biomédical pour expliquer différents phénomènes. Cette conception-là, cette vision-là, elle est très puissante, elle est très chargée. C'est ce qui domine notre société et c'est pas facile de dire un discours qui est contraire. Ça veut dire plus que ça. C'est quelque chose qui est ajouté pour améliorer notre qualité de vie, pour pouvoir se réinsérer dans la société, pour retrouver un sens à notre souffrance et qu'est-ce qu'on peut faire avec la souffrance. Si on remonte à quelques années, dans la période de 1960, l'ailleurs et l'autrement, c'était assez facile à définir. C'était ailleurs que dans l'asile, autrement que dans les façons de faire qu'on faisait à l'asile, c'est-à-dire des traitements inhumains. Les gens étaient considérés comme cobayes et traités comme des cobayes, enfermés physiquement. Mais aujourd'hui, l'ailleurs et autrement est peut-être un peu plus difficile à définir, mais il faut encore aller vers cet ailleurs et cet autrement-là. L'asile, c'est pas juste des murs, c'est une mentalité. C'est l'histoire de la différence et de son droit d'exister. C'est l'histoire de ceux et de celles qui combattent pour l'exercice de ce droit. C'est l'histoire d'une résistance à une classification réductrice de l'être humain. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui croient à ce droit et qui s'unissent pour le défendre. Je crois beaucoup que santé mentale et citoyenneté peuvent se dire dans la même phrase et avoir du sens. C'est une lutte pour les personnes qui, pendant des années, ont été enfermées, ont été isolées, ont été rejetées, ont été bafouées. Donc, c'est une lutte qui fait en sorte que ces personnes-là puissent un jour être reconnues comme des citoyens. Pour la société en général, ce ne sont pas des citoyens, ce sont des gens en marge. J'ai remarqué qu'il y a comme une oreille qui s'ouvre, comme une écoute. Ils sont à côté, parallèles à nous, puis quand on parle du sujet, il y a une oreille qui se tend. Chose qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était genre, si on était dans l'environnement, ils se poussaient. C'est comme maintenant, ils acceptent qu'on soit aux côtés d'eux. C'est un avancement. Mais par rapport aux préjugés, non, ça, c'est pas encore passé la barrière, mettons, la clôture. Quand je commence à donner le cours, toute la question des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça les fait peur. Et que là, il y a vraiment, et là, on est dans la méconnaissance, ce qui fait en sorte que là, juste de traverser ces peurs-là, parce que dans le fond, tu sais, il y a toujours une histoire là, de quelqu'un qui a tué sa mère, puis qui était un schizophrène, tu sais. Fait qu'on est beaucoup dans les médias populaires qui entretiennent, finalement, toute la question des problèmes de santé mentale comme quelque chose d'épeurant. Fait que quand les étudiants arrivent, c'est beaucoup sur ce mode-là qu'ils sont. Puis tranquillement, pas vite, ben ça se dénoue un peu, mais quand même, c'est du travail de longue haleine. Oh, la lutte la plus importante, je dirais à notre niveau, c'est celle qui touche la participation des personnes. Je dirais, à notre niveau, au niveau de nos instances, de nos groupes, de nos ressources, si là, on reconnaît puis on donne espace à la participation des personnes, je pense que c'est quelque chose qui ouvre sur plein de choses dans la société. Alors, quand on parle du droit de parole et du droit de vote, alors tous les délégués mandatés des groupes membres réguliers ont droit de vote et droit de parole. L'alternative, c'est pas une voie que quelqu'un décide pour tout le monde. C'est une voie qui se crée. L'Assemblée générale du regroupement, c'est une occasion de vie associative importante, une occasion de délibération. Les gens prennent la parole, les gens s'expriment, les gens ont le droit de s'opposer, ont le droit d'être pour, d'être contre, mais il y a quand même là cette solidarité-là qu'on retrouve dans des débats où les gens n'ont pas nécessairement le même point de vue, mais à quelque part, c'est ce qui fait avancer aussi l'alternative. On est dans les seuls regroupements qui a
des personnes usagères, des personnes qui vivent en situation de pauvreté, qui sont sur ce comité-là et qui apportent beaucoup de choses, beaucoup de vécu, plutôt que ce soit des professionnels ou des gens ou des intervenants. Voilà. L'affaire la pire qui pourrait nous arriver au Québec, ce serait de psychiatriser la réadaptation, réinsertion, comme on a psychiatrisé la maladie mentale, comme on a psychiatrisé à peu près tout le reste des affaires. Et ça, nous, on dit non à cette affaire-là. Quand je suis tombée malade, puis qu'on m'a diagnostiqué santé mentale, je ne savais pas c'était quoi. Là, j'ai dit, bien, coudonc, je veux pas être placée, je veux pas m'en aller à l'asile. Puis c'était un mythe pour moi. Je les entendais parler, là. Je pense que la base des luttes n'a pas changé. Mon opinion personnelle, c'est que les luttes empirent parce que la mainmise de la psychiatrie et des compagnies pharmaceutiques est pire qu'avant. Moi, je trouve qu'on surestime l'effet des médicaments et on sous-estime l'impact de l'écoute, de l'accueil, du soutien, de l'entraide, de la démarche de groupe, de l'alimentation, de l'exercice et j'en passe. Dans les 30 ans, en tout cas, le fil conducteur que je vois, qui a été une percée importante, ben pour moi, je pense que toute la question de la gamme, la gestion autonome de la médication, et un projet à la base qui venait des personnes qui souffraient, qui trouvaient ça difficile, toute la question de la médication. On réunissait les personnes intéressées à en parler, ils utilisaient le guide personnellement, et même, souvent quand ils avaient fait la démarche, ils étaient plus en mesure d'aller rencontrer leur médecin. J'ai été forcé contre mon gré vers l'âge de 16-17 ans à prendre des antibiotiques par intramusculaire, c'est-à-dire des antibiotiques qui étaient une injection à peu près tous les mois. Puis je dirais que c'est vraiment, c'est pas ce genre de médicament-là, je pense, qui peut aider une personne. C'est dur de changer une mentalité où le traitement magique, le traitement miracle, c'est la médication. Donc quand on arrive avec la gestion autonome de la médication, l'approche fait en sorte qu'au moins la personne fait une réflexion sur sa qualité de vie, fait une réflexion sur sa médication. Mon médecin, il m'a écouté puis il m'a baissé mes médicaments, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je vais mieux et je m'aperçois que je m'aime plus et je m'accepte plus. Quand mon médecin m'a écouté, il dit Colette, t'es prête. T'es prête, tu t'en vas là, t'es prête. Le médecin voyait qu'il y avait comme un interlocuteur devant lui qui était plus crédible que... Souvent, la personne ne savait même pas pourquoi elle prenait un médicament, on ne savait même pas le nom, la petite pilule rose, la petite pilule jaune. Et là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de mieux comprendre, d'avoir de l'information là-dessus. Fait que je trouve que ça aidait les personnes là, vraiment à ce niveau-là. Il n'y a pas une seule approche, hein, et toutes les autres qui seraient mauvaises. Et ce que j'aime beaucoup dans les ressources alternatives en santé mentale, ils vont utiliser toute une panoplie, je dirais, d'autres ressources. Beaucoup la parole, la recréation du lien aux autres, mais aussi les approches corporelles, aussi les approches par l'art. Et donc, suivant la personne, on va favoriser une approche ou une autre, mais toujours pour réanimer la question de l'humain dans la personne, l'aider à réapprivoiser son expérience. Olivier. Bonjour tout le monde. Moi, je connais plusieurs visages ici parce que je suis un ancien membre de l'équipe de regroupement et depuis à peu près 1 an et demi, je ne fais rien d'autre. Ce soir, je parle des luttes, hein? Bon. Je suis une lutteuse.